Bonsoir et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Ça vous regarde ce soir. Le dossier ultra sensible de la Nouvelle-Calédonie. On croyait la réforme du corps électoral abandonnée depuis le discours de politique générale à l'Assemblée de Michel Barnier. Hier, au Sénat, le Premier ministre s'est montré beaucoup plus flou. L'archipel est depuis des mois plongé dans une très grave crise sécuritaire, économique, sociale. Comment en sortir? C'est notre grand débat ce soir. 7 octobre, un an après, notre invité ce soir nous livre un témoignage personnel sur la société israélienne depuis les massacres du Hamas. Elle raconte l'horreur, la peur, mais aussi l'espoir. Journaliste française à Tel Aviv, elle signe Place des otages aux éditions du Cerf. Valérie Abécassis sera avec nous dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir. Attal, Darmanin, meilleurs ennemis de Michel Barnier. Le malaise grandit entre le Premier ministre et ses alliés macronistes, notamment sur le budget. Tir croisé à la fin de cette émission avec nos chroniqueurs. Voilà donc pour le sommaire. Vous savez tout, ça vous regarde. Top, générique. Assiste-t-on à une lutte d'influence entre Matignon et l'Élysée sur le dossier inflammable de la Nouvelle-Calédonie? Les annonces du Premier ministre ont manifestement déplu au président de la République. On va essayer d'y voir plus clair ce soir. Les versions des discours de politique générale prononcés à l'Assemblée puis au Sénat divergent. Alors est-ce qu'une nouvelle méthode entre l'exécutif et l'archipel est-elle encore possible pour sortir de la crise calédonienne? Bonsoir Emmanuel Tjibaou. Bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes député indépendantiste de Nouvelle-Calédonie. Vous siégez ici à l'Assemblée au sein du groupe Gauche démocrate et républicaine. Et je le rappelle, vous êtes le fils de Jean-Marie Tjibaou, la grande figure historique de l'histoire du Caillou, à la fois ce artisan des accords de Nouméa et j'en passe. Bonsoir Sonia Baquès. De Matignon, pardonnez-moi, ça commence bien. Vous êtes la présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes aussi ancienne secrétaire d'État à la citoyenneté. Enfin, bonsoir Patrick Roger. Bonsoir. On a besoin de votre éclairage ce soir sur ces processus de négociation, sur la crise dans l'archipel. Vous êtes journaliste, des années pour le journal Le Monde, et vous signez Nouvelle-Calédonie, la tragédie. C'est aux éditions du Cerf. Avant de vous donner la parole, le récap de ces dernières heures sur le dossier, avec Marco Pommier, qu'on accueille tout de suite. Et bonsoir mon cher Marco. Bonsoir Myriam. Ce soir, vous revenez donc sur une annonce qui en a surpris plus d'un. Oui, mardi, à la tribune de l'Assemblée, Michel Barnier a pris soin d'avoir, je cite, un mot particulier pour la Nouvelle-Calédonie avec, vous le disiez, une annonce forte. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès, comme le confirmera le président de la République aux élus de Nouvelle-Calédonie, comme il a l'intention de le faire en les réunissant au mois de novembre. Annonce saluée sur les bancs de la gauche. Alors cette réforme constitutionnelle, de quoi parle-t-on Myriam? On rembobine l'histoire. Pour rappel, il s'agit d'élargir le corps électoral, le dégeler. En clair, donner le droit de vote pour les prochaines élections provinciales aux résidents qui vivent sur l'archipel depuis au moins 10 ans. Oui, mais voilà, cette réforme, c'est le point de départ d'une insurrection. En mai dernier, le Caillou, vous le voyez, connaît ses pires émeutes depuis 40 ans. État d'urgence, 13 morts, dont 2 gendarmes, plus de 2 milliards d'euros de dégâts. Pourquoi? Parce que cette réforme est vécue comme un coup de force par les indépendantistes. Le peuple autochtone kanak a peur d'être marginalisé dans les urnes. Alors Michel Barnier a-t-il donné raison aux indépendantistes? L'élu loyaliste Nicolas Metzdorf, lui, était en colère. Si vous pensez que ça apaise les Calédoniens de leur dire en fait vous n'aurez pas le droit de vote malgré les 4 mois de mobilisation, vous vous êtes fait attaquer pour que le droit de vote soit retiré, on vous a brûlé vos maisons, on vous a brûlé vos entreprises, vous avez tenu bon pour obtenir ce droit de vote et puis finalement on le retire ou on ne le fait pas et on donne raison à ceux qui cassent et ceux qui brûlent. Vous pensez que ça apaise? Voilà, et cet élu donc loyaliste de Nouvelle-Calédonie a une nouvelle raison d'être en colère ce soir.
Oui, pour une différence de traitement, hein. C'était mercredi à l'Assemblée, pendant la séance de questions au gouvernement. 2 députés interpellent le Premier ministre sur la Nouvelle-Calédonie. Première question posée donc par Nicolas Metzdorf. Écoutez bien qui lui répond. La parole est à monsieur François-Noël Buffet, ministre en charge des Outre-mer. Deuxième question posée par vous, Emmanuel Tjibaou, et qui vous répond? La parole est à monsieur le Premier ministre. Autrement dit, le Premier ministre prend le temps de répondre à un indépendantiste, mais pas à un loyaliste. Il n'en fallait pas moins pour que la polémique éclate. Alors ça, c'est, on va dire, une fâcherie de forme. Est-ce qu'on peut dire quand même que ce soir, cette réforme si contestée du corps électoral est abandonnée? Non, Myriam, oubliez tout ce que je viens de vous dire, ou presque. Car hier, juste après sa déclaration, juste après les questions au gouvernement, plutôt, Michel Barnier a pris la direction du Sénat pour faire sa déclaration de politique générale. Et la V2 était un peu différente. Outre les sujets économiques et sociaux du territoire que je viens d'évoquer, devront être abordés l'organisation et les compétences des pouvoirs locaux, la composition du corps électoral et son élargissement pour les prochaines élections provinciales. Vous l'avez entendu, hein, le Premier ministre se contente de parler de composition du corps électoral et de son élargissement. C'est tout. Bon, Myriam, c'est un peu confus. Cette réforme constitutionnelle est-elle abandonnée, suspendue? Peut-être que ce débat vous aidera à y voir plus clair. Je l'espère. Merci beaucoup, Marco Pommier. Emmanuel Tjibaou, première question. Que savez-vous? Est-ce que cette réforme électorale est abandonnée? J'imagine que vous avez dû faire marcher vos réseaux, peut-être appeler Matignon ou même l'Élysée. Est-ce qu'on peut dire que ce dégel du corps électoral est purement et simplement enterré? Alors, déjà, merci de l'invitation. Mais je vous en prie. Sur le projet de réforme constitutionnelle, ce qui a été dit, c'est qu'il ne serait pas soumis au Congrès de Versailles. Donc enterré. Pardon? Donc abandonné. Abandonné, c'est vous qui utilisez ce terme. Moi, je reprends juste les termes de M. Barnier. S'il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de réforme. Vous me l'accordez? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas parler à la place des gens. Ça ne va pas être clair. Oui. Non, mais c'est factuel ce que je dis. Après, à partir du moment où il y a un report des élections provinciales, on est obligé de réfléchir à dans quelle mesure ceux qui vont se prononcer pour les élections provinciales vont être consultés. Donc ça nécessite d'une manière ou d'une autre Bien sûr. Un travail sur les listes électorales. C'est là la composition du corps électoral. Je pense que c'est l'explication de texte qui a été donnée dans la version 2 qui a été... Au Sénat. Voilà, au Sénat. C'est parce que de toute façon, ces élections vont se tenir qu'il faudra de toute façon définir les contours de qui pourra voter à ces élections. J'essaye de suivre. Je ne suis pas spécialiste. Non, mais c'est bien expliqué que c'est aussi du fait des contraintes juridiques qui sont rattachées au calendrier dans lequel on est placé aujourd'hui. On nous a dit, 15 décembre, après ça, on est obligé de reporter. Les délais aujourd'hui étant ce qu'ils sont, la nécessité de reporter implique nécessairement qu'on travaille sur... Donc, c'est la deuxième annonce. Les élections locales, provinciales, sont reportées, ça, à l'année prochaine. Ça, on le sait. Celle-là, elle n'est pas remise en cause. Sonia Backès, vous êtes vent debout, hein, j'imagine, depuis le discours à l'Assemblée. On va prendre cette version-là. Hein. Michel Barnier a quand même dit, si je suis vos informations, qu'il n'y aura pas de congrès. En fait, concrètement, tout le monde sait aujourd'hui, parce que ça a été dit par le Conseil d'État en décembre 2023, que le corps électoral actuel, parce qu'il génère je cite, des inégalités graves, ne peut plus être maintenu. Donc tout le monde sait, et c'est la précision qui est apportée au Sénat par le Premier ministre, qu'il faudra un élargissement du corps électoral. Parce que vous avez des citoyens en Nouvelle-Calédonie qui sont venus... Si je peux me permettre d'explication simple, en fait, on a 25 000 personnes qui étaient susceptibles d'être inscrites. Sur ces 25 000 personnes, il y avait 13 000 personnes nées en Nouvelle-Calédonie, donc on ne parle pas de gens qui viennent d'arriver, etc. Et encore, sur ce qui reste, on en a la moitié de ce qui reste qui sont des conjoints de citoyens calédoniens. Donc ce sont clairement des gens qui sont installés. On n'est pas en train de parler d'une arrivée massive de nouvelles personnes qui voudraient voter. Donc l'élargissement, il est juridiquement inévitable.
sans doute politiquement inévitable. La question, c'est sous quelle forme, jusqu'où on va, et c'est le débat. Le Congrès, le Sénat et l'Assemblée s'étaient prononcés sur un corps électoral glissant à 10 ans. Si c'était présenté au Congrès de Versailles en l'état, ce serait ça. S'il y a des discussions qui mènent à un accord sur un élargissement sous une autre forme, ce sera un autre texte qui sera présenté. Patrick Roger, n'empêche qu'on a l'impression qu'il y a une petite lutte d'influence entre Matignon et l'Élysée. Est-ce que c'est vrai que Michel Barnier a mis le président de la République sur le fait accompli? Il ne l'a pas prévenu de cette annonce à l'Assemblée? Alors, sincèrement, je crois qu'il faut être raisonnable, ne pas mettre de la polémique là où il n'y en a pas. Nous, on ne met aucune polémique. Hein. Non, mais là, on essaye juste de comprendre. Y compris entre l'explication de Michel Barnier à l'Assemblée nationale et son explication le lendemain au Sénat, il n'y a pas de contradiction. De fait, là, le projet de loi constitutionnelle est abandonné. De fait. Hein, parce que, entre-temps, il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale. Le projet de loi avait été voté dans un premier temps à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais si maintenant on convoquait de nouveau un congrès, ce ne seraient pas les mêmes qui avaient voté le texte en première lecture à l'Assemblée qui se prononceraient pour confirmer leur vote au Congrès. Du fait des élections. Puisqu'une partie des députés... Donc voilà, le projet de loi constitutionnelle est caduc. Et Michel Barnier dit bien que c'est en accord avec le président de la République que le texte ne sera alors on ne va pas soumis s'étendre au Congrès. sur ces versions qui divergent, la prudence du Sénat. N'empêche il n'y a pas de contradiction. C'est ce projet de loi qui met le feu aux poudres. Vous êtes bien d'accord avec moi, Patrick Roger? Le feu, enfin, les braises étaient attisées depuis très longtemps. Le projet de loi constitutionnelle a servi de déclencheur. Hein, mais le feu couvait depuis... Ce feu qui couvait, pour bien comprendre, c'est un feu politique, c'est une révolte politique, pour des raisons aussi de processus de décolonisation en cours et de négociation avec l'État qui doit rester impartial, ou c'est un feu plus large, c'est-à-dire économique, social, pouvoir d'achat. Il y a d'autres sujets que le politique. Mais on a l'impression, vu de la métropole, quand on connaît mal le dossier, que c'est vraiment une révolte politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est une révolte politique, pour reprendre... Je vous pose la question. Pour reprendre vos termes, dans la mesure où les responsables politiques de Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, depuis la sortie de l'accord de Nouméa, des référendums qui se sont prononcés sur le maintien ou non de la Nouvelle-Calédonie. 1998, hein. Non, mais les référendums 2018, 2020, le dernier référendum 2021 pendant la crise sur Covid. L'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Les responsables politiques locaux, je le dis devant Sonia Backès, qui est présidente de la province Sud, chef de file des loyalistes, n'ont pas su assumer leurs responsabilités, n'ont pas su déboucher sur un accord global, une perspective de sortie de l'accord de Nouméa. Alors, accord global, on va y revenir après. J'ajoute juste une chose, c'est que dans cette révolte, il y a aussi, et aussi bien évidemment du côté indépendantiste, une sorte de remise en cause, de discrédit des responsables politiques, hein, y compris du côté indépendantiste. Aujourd'hui, ceux qui représentent, et c'est ça qui va être l'enjeu principal des mois à venir. Aujourd'hui, ceux qui sont les responsables, les élus politiques indépendantistes et non indépendantistes sont remis en cause par une grande partie de la population, et y compris par la jeunesse indépendantiste. C'est ça qui se joue aussi dans les mois à venir. Emmanuel Tjibaou, vous avez entendu Nicolas Metzdorf, qui siège également à l'Assemblée nationale comme vous, et qui dit
le Premier ministre a cédé aux violences. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne vais pas lui répondre. On entend cet argument, j'imagine que vous êtes d'accord avec lui, Madame Backès. Non, mais je suis très surprise de ce qui est dit. On a été attaqué le 13 mai dernier avec exclusivement, pendant les 4 premières semaines, des insultes à caractère raciste en nous demandant de rentrer chez nous, alors que nous sommes chez nous, nés en Nouvelle-Calédonie, pour la plupart de plusieurs générations. Donc c'est évidemment un conflit politique. Enfin, c'est évidemment... ça a été dit par Patrick Roger tout à l'heure, il y a des déclarations qui ont mis le feu aux poudres. Roch Wamitan, qui fait partie de l'Union calédonienne avec Emmanuel Tjibaou, qui est président du Congrès, a dit « on a atteint notre quota de blanc en Nouvelle-Calédonie ». On vous reproche aussi d'avoir beaucoup jeté de l'huile sur le feu. Racistes, jamais. Donc, en tout cas, il y a des propos qui ont été considérés comme incendiaires. Donnez-moi lesquels. Le 14 juillet dernier, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vais pas me retrouver dans mes notes, mais je crois que vous avez dit que le monde kanak et le monde occidental ne partageaient pas les mêmes valeurs, ne pouvaient pas vivre ensemble, que malgré 170 ans de vie commune, les antagonismes étaient indépassables, qu'il s'agisse de leur manière de vivre en société, qu'il s'agisse de leur système politique, féodal pour les uns, démocratique pour les autres. Je vous cite, Madame Backès. La réalité... Excusez-moi, mais quand on connaît le système calédonien, le système coutumier est un système féodal. C'est-à-dire que concrètement, quand on est du verbe naître chef, on meurt chef. Quand on est sujet, on meurt sujet. Ce n'est pas la société dans laquelle moi je veux vivre. Je souhaite vivre dans une société démocratique qui valorise le mérite, le travail, parce que c'est comme ça que la République m'a construite. Et donc, je ne suis pas en train de dire... Ce n'est pas des propos racistes que dire que nous sommes différents. Et je pense qu'accepter nos différences, c'est au contraire régler les problèmes de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que c'est respecter les Mélanésiens. Vous voulez tous les deux sur ce plateau. Donc, on sait que vous vous êtes beaucoup opposés, vivre ensemble. Je pense qu'il faut juste dire que ce qui est arrivé est un conflit politique, qu'effectivement, il y a des propos extrêmement violents et racistes qui ont été tenus, et que ça n'a sans doute pas aidé, effectivement. Emmanuel Tjibaou, qu'est-ce que vous répondez à Sonia Backès? Vous suggérez une forme de racisme anti-blanc, c'est ce que vous dites. Ah ben c'est pas que je le suggère, vous avez passé des images, on s'est fait traiter de sale blanc pendant plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne sais pas, je dirais que c'est assez primaire de résumer un conflit politique à un conflit ethnique. De dire que la société kanak est féodale, je ne sais pas, peut-être Mme Backès a des informations dessus. On n'est pas dans un système de caste. Ça n'a rien à voir avec la féodalité, le Moyen-Âge. Vous vous êtes senti insulté? Pas du tout. Je pense que c'est de la méconnaissance. C'est de la méconnaissance. J'accepte la méconnaissance. Ce n'est pas un mal en soi, mais ça veut bien dire que dans notre pays, voilà, il y a une méconnaissance de la société kanak, société millénaire, et qu'aujourd'hui, d'identifier le fait que l'impasse nous oblige à dissocier les indépendantistes d'un côté et les loyalistes de l'autre. Monsieur Tjibaou, vous les condamnez, d'où qu'elles viennent, ces violences? Oui, j'ai toujours condamné. Il n'y a aucune motion politique des indépendantistes qui a fait valoir les argumentaires politiques par la violence. Alors on va essayer d'avancer sur ce processus de négociation. Est-ce qu'il est encore en cours? Déjà, sur ces derniers mois, le président de la République, Patrick Roger, s'est rendu sur place, rapidement, mais il a fait le voyage. Est-ce que l'État a manqué d'impartialité dans ce dossier? Est-ce que depuis que Édouard Philippe ne gère plus, quand il était Premier ministre, le dossier revient de droit en général, c'est historique, à Matignon, il y a eu un problème d'absence de neutralité? C'est vraiment ce qu'on retrouve dans les papiers quand on lit. On a l'impression qu'il y a eu un problème même de gestion du dossier par l'État. Il y a un fait incontestable. Le 13 mai est là pour nous le rappeler. Oui, la méthode mise en œuvre depuis 2017 par Emmanuel Macron, bien qu'il s'en soit réellement emparé du sujet de la Nouvelle-Calédonie. Mais la méthode a échoué, hein, pour diverses raisons. Bon, je m'excuse de le dire devant Sonia Backès, qui est... Écoutez, là, pour l'instant, c'est très apaisé, donc parlez-vous. Qui est ici aussi ce soir. Mais c'est évident
que la nomination de Sonia Backès au gouvernement auprès de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et qui a fait que dans les négociations, elle était à la fois présidente de la province Sud, chef de file des loyalistes et secrétaire d'État au gouvernement. Il y avait une sorte de mélange des genres, de confusion, qui a renforcé l'idée que l'État, le gouvernement... Alors, on va laisser Mme Backès répondre là-dessus, parce que vous ne découvrez pas cette critique. La méthode, en fait, elle est viciée, parce que vous étiez à la fois jugé parti, et au plus près, d'ailleurs, du ministre de l'Intérieur qui avait repris le dossier, Gérald Darmanin. Est-ce que vous l'entendez, ça, aujourd'hui, avec le recul? D'abord, je l'ai déjà entendu, mais ça, j'imagine. Ce qui est quand même surprenant... Au sens comprenez, je veux dire. En fait, ce qui est surprenant, c'est que les 3 référendums ont fait qu'il n'y avait plus d'indépendantistes, non-indépendantistes. Le sujet était différent, il était de trouver un nouveau statut. On a voté 3 fois pour rester français. Les Calédoniens, la démocratie a parlé. Le dernier référendum, oui, mais dans des conditions qui ont été ils ont décidé de le boycotter. Donc c'est leur choix. Et oui, mais on peut pas vous voulez vivre ensemble, élection. Il faut bien à un moment donné se donner les moyens d'avoir des processus institutionnels démocratiques partagés. Il y avait le Covid, manifestement ce référendum. Il n'y avait pas de Covid en Nouvelle-Calédonie. En fait, on a été, je ne sais pas si vous savez comment ça s'est passé. Non, en fait, on avait des frontières étanches. Et donc, il n'y avait pas de Covid en Nouvelle-Calédonie. Donc, concrètement, le référendum peut se... on avait un taux d'incidence inférieur à 50. Je ne sais pas si vous vous rappelez des chiffres. Donc, la réalité, c'est qu'on pouvait parfaitement tenir le référendum. Les indépendantistes avaient intérêt à le boycotter. Ils l'ont boycotté. Vous parlez de ma nomination au gouvernement. La question qui se posait, c'est est-ce qu'une fois que la Calédonie s'est déterminée sur son avenir, il ne doit jamais y avoir de Calédoniens représentant la France en étant membre du gouvernement? Moi, je crois que la Calédonie, parce qu'elle a décidé de rester française, pouvait avoir un membre du gouvernement. Que ce soit moi, que ce soit un indépendantiste, peu importe en fait. Mais la Nouvelle-Calédonie pouvait avoir un membre du gouvernement. Et en Nouvelle-Calédonie, comme la société est complètement divisée, effectivement, il faisait partie d'un camp. C'était forcément mon cas. Mais j'ai jamais, dans le cadre de mes fonctions au gouvernement, mélangé ou parlé de la Nouvelle-Calédonie. Jamais. Je me suis occupée. Vous pouvez imaginer qu'on ait pu que ça peut être mal pris, ça je et que d'une certaine façon, ces doubles casquettes ne soient pas forcément à l'avantage de la négociation. Oui, mais je veux bien, mais on ne va pas jeter la pierre au gouvernement, au gouvernement français. On va avancer dans un instant. Non, mais juste, Gérald Darmanin a essayé de parler pendant 2 ans et demi avec l'Union calédonienne. Nous, on a été autour de la table, concrètement. Nous, on y a été à chaque réunion. Gérald Darmanin, il est venu 8 fois, il a réuni 10 fois les élus à Paris. Ce n'est pas nous qui avons boycotté et le référendum et la discussion. Donc nous, on a été là à chaque fois. Et pendant 2 ans et demi, ils ont refusé ce débat. Et à la fin, encore une fois, ce n'est pas nous qui avons cassé, c'est les indépendants. On va y venir à la crise économique et à la situation dans l'archipel. Oui, je peux me permettre de rajouter un mot. C'est effectivement ce dont je parlais, cette irresponsabilité, entre guillemets, cette ou non prise de responsabilité des élus locaux. Oui, effectivement, pendant 2 ans et demi, après le 3e référendum, il y a eu de multiples tentatives de nouer le dialogue, de mettre tout le monde autour de la table. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 ans et demi, jamais l'ensemble des interlocuteurs calédoniens n'a été capable de se retrouver autour d'une même table, parce que au sein des indépendantistes comme au sein des non-indépendantistes, il y a des querelles inextricables et qui font que les uns ne veulent pas voir les autres, les uns ne veulent pas s'asseoir avec les autres, et donc l'incapacité d'aboutir à un accord global qui aurait peut-être permis d'éviter cette crise. Ce mot d'accord global, pour les téléspectateurs qui nous regardent, on veut savoir ce qu'on peut mettre dedans. Jusqu'où vous pouvez déjà, l'archipel est dans un statut particulier d'autonomie. Ça veut dire quoi, accord global, sans forcément passer dans l'autodétermination et l'indépendance totale, ou alors avec une date, avec un processus dans le temps, parce qu'il faut le rappeler, la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie de peuplement, et l'ONU dit que c'est un État à décoloniser. Donc, il y a un processus de conciliation ou de concertation qui est sur la table aujourd'hui. Vous en faites partie, Emmanuel Tjibaou. Il y a Mme Braun-Pivet et M. Larcher pour l'Assemblée et le Sénat qui vont se rendre sur place. Qu'est-ce que vous attendez de cette mission de concertation précisément aujourd'hui ?
Ce que j'attends, c'est d'abord de la méthode, parce que si on doit reprendre les fils de la discussion, c'est aussi partir du principe qu'il y a des démarches qui ont été engagées, de part et d'autre, par les loyalistes, par les indépendantistes, par l'État. M. Darmanin est venu 8 fois, il n'a rien amené au bout, donc c'est le signe que sa méthode n'était pas bonne. Donc à partir de là... Que le dossier revienne à Matignon déjà? Vous attendez que Michel Barnier soit directement votre interlocuteur? Là, on a les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Oui, c'est une bonne chose. M. Buffet, il connaît notre dossier. M. Buffet, c'est le ministre des Outre-mer. Voilà, il était à la commission des lois. M. Larcher connaît notre dossier aussi. Je pense que Mme Buffet a fait Mme Brown-Pivet a fait plusieurs visites chez nous. Ça nécessite aussi des clarifications. Je veux dire... Quand on parle de dire qu'il y a eu 50 morts en Nouvelle-Calédonie pour le Covid, c'est pas vrai. Pas vrai. Le taux d'incidence. Je veux dire, quand on dit que les indépendantistes ont fait la politique de la chaise vide, mais on ne décide pas de boycotter les discussions avec le gouvernement. C'est les gages dans lesquels, le cadre dans lequel les discussions se posent, qui sont remises en question. C'est pour ça que je dis que ça revient à de la méthode. Est-ce que vous êtes confiant ou vous avez perdu tout espoir aujourd'hui? Parce que là, on ne va pas se tourner vers le passé. On essaye de réfléchir à ce qui peut advenir demain. L'avenir, il s'écrit aussi du fait de la connaissance et de la maîtrise du passé. Évidemment. Quand je vois que Mme Backes parle de la société kanak en la qualifiant de féodale, c'est bien le signe qu'il y a quand même une incompréhension. C'est là où on se dit, finalement, il y a nécessité de reposer un cadre qui est nécessaire, donc, qui est celui de alors parlons de ce cadre, on essaye de se projeter vers l'avenir. Où est-ce que vous voulez aller? Si vous y participerez déjà, Mme Backes, à cette mission de concertation et de dialogue? C'est une question essentielle que vous posez. On y participera. Aujourd'hui, le FLNKS a voté une motion pour dire... Donc le mouvement indépendantiste kanak. Mouvement qui regroupe l'ensemble, enfin qui plus maintenant, mais enfin qui regroupait l'ensemble des mouvements indépendantistes, a voté une motion disant qu'ils ne veulent plus parler avec nous, ils ne veulent parler qu'avec l'État. Donc déjà, c'est un premier préalable qui rend difficile la recherche d'un accord global, à part à considérer que nous, on n'a pas notre place dans la discussion. Mais aujourd'hui, nous, comme depuis 2 ans et demi, nous serons autour de la table. Nous avons fait des propositions extrêmement avancées en termes d'autonomie, en termes de travail de fond sur les revendications des indépendantistes. On n'a pas eu ça en face parce qu'en fait, à chaque fois, on n'a pas d'interlocuteur. Et juste, pardon, si vous me permettez... je vous en prie, allez-y. Juste sur la question du caractère féodal, j'aurais plaisir à en discuter avec Emmanuel, mais concrètement, est-ce qu'on a bien des chefs et est-ce qu'on a bien des sujets? Est-ce que c'est vrai que vous ne pouvez parler qu'à l'État? Qui? Vous. Est-ce qu'il y a bien une motion? Est-ce qu'il y a bien une motion qui dit que vous voulez parler qu'avec l'État et pas avec nous? C'est une motion qui est posée parce que le responsable de la colonisation dans ce pays, si on doit aller sur un accord de décolonisation, c'est l'État français. Oui ou non? Mais on est là. Oui. Mais on est là, nous. Donc à partir du moment où... mais est-ce que ce n'est pas une manière de botter en touche en choisissant vos interlocuteurs? On ne choisit pas nos interlocuteurs. Demain, si le président Macron vient, on discutera avec lui. Demain, si c'est le RN, on discute avec tout le monde. Je veux dire par là que... Vous savez qu'il y a des loyalistes qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Mais ils font partie de nous. Donc est-ce qu'une, on va dire, une sorte de négociation tripartite entre vous, les loyalistes, et l'État est possible? C'est ce que je dis, c'est sur la méthode. Si l'État reprend la main aujourd'hui et qu'il veut... Les accords politiques, ils ont été signés à 3. Les représentants des loyalistes, les représentants du FLNKS et l'État français. Donc c'est là où on dit que le responsable de la colonisation, c'est l'État français. Aujourd'hui, on s'est inscrit dans un accord de décolonisation. La fin de l'accord de décolonisation, c'est marqué. L'État accompagne la Nouvelle-Calédonie vers sa pleine émancipation. Dans un processus de décolonisation, voilà. Absolument. Juste une question sur l'accord global. On sent bien qu'on n'en est qu'au début d'une éventuelle reprise des négociations. Accord global, qu'est-ce que ça veut dire exactement, Patrick Roger? Ça veut dire qu'on peut y mettre jusqu'à quoi, précisément? Ça veut dire que maintenant, il faut imaginer... ça aurait peut-être, et même certainement, dû être fait avant. Mais aujourd'hui... Mais il faut imaginer une sortie de l'accord de Nouméa. Donc... concrètement? Donc, quelles vont être les relations entre l'État français et la Nouvelle-Calédonie?
quel rapport, quelle relation de partenariat, il y a déjà énormément de compétences qui ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie. Un accord global, c'est quoi précisément, si ce n'est pas l'indépendance? Je ne sais pas. C'est l'organisation interne. C'est là, ça va être l'objet de la discussion. Effectivement, la question de la citoyenneté, de l'autodétermination, voilà, c'est tout. Et alors, un accord global qui inclura effectivement aussi la question du corps électoral. Je veux dire, c'est une question aussi qui est posée aux indépendantistes. C'est parfaitement clair. Je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps dans ce débat pour parler de la situation économique et sécuritaire. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur les interlocuteurs ou les moyens de reprendre un dialogue, mais par contre, vous serez peut-être d'accord sur l'aide que vous attendez de l'État, parce qu'elle se chiffre en milliards. Les agressions, les violences, les pillages, l'économie calédonienne est à genoux depuis le début des émeutes en mai dernier. L'archipel reste sous très haute tension, comme nous le montre ce sujet d'Hélène Bonduel. Regardez. Tio, bassin économique autrefois prospère, est devenu un village fantôme. L'épicerie n'ouvre désormais plus que le matin et la station-service est quasi à sec. On n'a plus rien et puis on est incapable de pouvoir ravitailler. Si demain les ambulances ont besoin, je peux plus rien fournir, j'ai plus rien. Le dispensaire a fermé depuis que les 2 médecins sont partis. Trop dangereux. Seul le pharmacien résiste, mais pour combien de temps? Si je ferme, c'est simple, j'ai rien d'autre ailleurs, je suis retraité clodo. Tout ce que je possédais, c'était ici, j'ai rien d'autre. La mine d'extraction de nickel faisait vivre tout le village, mais elle a été incendiée, détruite pendant les émeutes, laissant 450 employés et sous-traitants au chômage partiel. Si la mine ne reprend pas là, j'ai peur qu'il y ait une désertification de la commune. Voilà. Les gens vont aller chercher ailleurs du travail. Voilà, parce que c'est l'emploi qui fait vivre une commune. En réalité, c'est tout l'archipel qui est confronté à une situation économique catastrophique. Je vous appelle, c'est Francis de Solidarité RS. Oui, c'était pour vous dire qu'on vient avec une poche de denrées alimentaires. D'accord. Depuis plusieurs mois, Francis multiplie les livraisons de produits de première nécessité dans ce quartier sensible de Nouméa. Avant, on n'avait pas trop besoin. C'est comme là, il y en avait les magasins, tout ça. Mais comme la plupart des magasins qui restent, les prix commencent à monter aussi. Et du coup, c'est un peu difficile. La Banque alimentaire calédonienne dénombre 30 000 bénéficiaires en situation de précarité. C'est 3 fois plus qu'avant les émeutes. J'espère que le pire n'est pas ce qui va arriver, mais je ne souhaite pas que les gens effectivement se mettent à être violents pour avoir de la nourriture. C'est pas le but. Beaucoup de routes sont encore bloquées tout au long de l'île, empêchant les ravitaillements. Après les émeutes sur fond politique, les autorités craignent à présent des émeutes de la faim. Emmanuel Chibaou, ça fait froid dans le dos de voir à quel point cette belle île a été attaquée, a été dégradée. Et on sent vraiment la détresse. Au Sénat hier, Michel Barnier a dit qu'il y avait un nouveau soutien économique qui allait arriver. C'est décidé. Vous réclamez 4,2 milliards. Qu'avez-vous obtenu exactement? À l'heure d'aujourd'hui, on a juste des annonces. On a juste des annonces. Moi, je suis à la commission des finances là, avec le député Mesdorf. On s'est inscrit dans cette commission aussi pour veiller à ce que les engagements qui ont été pris dans le discours de politique générale et puis les paroles de solidarité qui ont été formulées par les membres du gouvernement. Alors, quels sont les engagements sur la reconstruction? Il n'y a pas eu que des annonces quand même. Depuis le mois de mai, il y a eu des aides d'urgence quand même qui ont été débloquées par Bercy à hauteur de 400 millions d'euros. C'est quand même pas... Ensuite, l'enjeu, c'est effectivement l'enjeu de la reconstruction On parle de reconstruction. Déjà, il faut mesurer du territoire, et donc qui va s'inscrire dans la durée, et y compris
donc qui devrait être peut-être discuté dans le cadre du prochain projet de loi de finances. C'est le projet de loi de finances qui va dans déterminer. Le projet de loi de finances, et les arbitrages, ils se font au niveau politique. Oui, sauf que vous connaissez l'état de nos finances publiques. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement pour débloquer une véritable enveloppe budgétaire? Là, vous serez forcément d'accord là-dessus, pour la reconstruction du Caillou. Pour terminer. On est d'accord, je pense, là-dessus. On a voté le même plan, même si Emmanuel n'est pas au Congrès, mais on a voté effectivement la nécessité. En fait, on n'a jamais été autant dépendant de l'État qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, on est en situation, la collectivité que je préside est à la limite de la cessation de paiement. On ne paye plus la Sécu pour 50 000 personnes. Enfin, on est dans une situation... 50% de chômage, on ne paye plus les subventions aux associations, ce qui fait que les associations aujourd'hui n'ont plus d'argent public, elles ne peuvent plus aider les plus fragiles. Enfin, la situation est catastrophique. On a un effondrement qui est démarré parce qu'aujourd'hui, les banques font appel aux hypothèques personnelles des chefs d'entreprise. Si on compte le nombre d'emplois perdus en les 2 premières nuits, parce que c'est là principalement que ça s'est passé, c'est comme s'il y avait eu du jour au lendemain 7 millions de chômeurs en plus en métropole. Oui. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de la crise. C'est absolument démentiel. C'est absolument démentiel. Et donc, on a besoin absolument, et je crois qu'aujourd'hui, à quel que soit le niveau de l'État et des groupes parlementaires qu'on a eu l'occasion de voir, tout le monde est conscient du fait que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas s'en sortir. C'est peut-être par là que ça commencera, la reprise du dialogue, par justement un déblocage des fonds de l'État pour reconstruire l'archipel. On s'arrête là. Merci. Merci à tous les 3. C'est toujours trop court, vous savez. Ça veut dire que quand on s'arrête et qu'on a envie de continuer, c'était bien. Merci à vous. Merci et à bientôt. Bonsoir Valérie Abécassis. Grand plaisir de vous avoir parmi mes invités dans un instant. Vous êtes journaliste française à Tel Aviv, journaliste culture. Vous avez basculé après les massacres terroristes du 7 octobre en reporter de guerre et vous signez un très beau livre, un récit personnel et documenté, Place des otages, aux éditions du Cerf, dont on va parler juste après l'invitation de Marion Becker. Si on vous invite, Valérie Abécassis, c'est pour témoigner de la vie en Israël depuis le 7 octobre. Car vous avez écrit, mis en mots, ce que vous avez vécu depuis presque un an. Les alertes à la roquette. À 10h32, à la 3e sirène sur Tel Aviv, ma fille est arrivée. Elle lit, parle, écrit l'hébreu. Elle a donc vu les mots Hamas, attaque, terroriste, infiltration passer sur son téléphone et elle a vu le fil info. Ces mots jetés en rafale dans le salon et sous les sirènes occupent tout l'espace et je ne comprends pas. Je lui répète la même chose. Mais de quoi tu parles ? Vient ensuite l'effroi et la stupeur face aux images, à l'horreur. Dans Place des otages, vous vous livrez. C'est votre vérité à vous, la journaliste installée depuis 2010 à Tel Aviv. Après l'attaque du 7 octobre, vous avez fait le choix de rester et de poursuivre votre métier. Vous lâchez votre émission culturelle sur I24 News pour informer sur le terrain. Vous êtes régulièrement en direct depuis la place des otages, ce point de ralliement des familles. Vous racontez dans votre livre comment les familles des otages se sont mobilisées pour demander leur libération. Puis vous avez couvert les marches, les manifestations pour faire pression sur Benjamin Netanyahou. Bring them home, c'est le cri de ralliement. Ce livre consigne également les réflexions qui vous traversent, votre questionnement sur la vie et l'avenir dans ce chaos en Israël. Comment va grandir votre petite fille, les enfants israéliens dans cette vie rythmée par les attaques au couteau et les attentats? Ce sentiment d'insécurité plane tout le long de votre récit. Et bienvenue sur ce plateau, Valérie Abécassis. Merci. Cette journée du 7 octobre qui vous a marqué à jamais, comme tous les Israéliens, vous la racontez de manière très personnelle. Vous êtes avec votre petite fille ce matin-là, dans cet appartement un peu déglingué d'un quartier du sud de Tel Aviv. Les sirènes commencent à retentir, il est 6h30 du matin, vous ne parlez pas l'hébreu. Française ayant grandi dans une Europe sans guerre, ce matin-là, vous êtes à l'ouest, vous êtes dans le brouillard. Exactement. Merci déjà pour ce sujet, pour cette invitation. Oui, ce matin-là, c'était du silence absolu et de l'incompréhension. Donc j'étais avec la petite, comme tous les vendredis soirs, ma petite fille et ma fille venaient dîner chez moi. Samedi matin à 6h30, on a entendu cette sirène, je la décris dans le livre, cette espèce de mugissement, un bruit terrible qui
qui vient du fond de la terre. On n'a pas compris. On s'est levés toutes les deux mécaniquement. Je me souviens très bien de ce moment qui restera toute ma vie. On s'est levés, on n'a pas réfléchi. Il fait chaud, donc on a mis un t-shirt, un foulard, et on est descendu comme deux automates, sans se parler, sans allumer la lumière, au premier étage de mon immeuble, qui est un immeuble assez délabré, c'est vrai. Parce que vous n'avez pas d'abri personnel. On n'a pas d'abri. On s'est retrouvés toutes les deux là sur les marches. Et on a attendu. Et c'est votre fille qui parle hébreu, qui vous sort un peu de la torpeur. Les alertes tombent, attaque terroriste, Hamas, infiltration. Vous changez d'abri, il faut partir. Les roquettes s'abattent dans le sud du pays. Il faut bien se figurer les choses toutes les minutes. C'est à peu près toutes les heures sur Tel Aviv et le pays va plonger dans un effroi absolument dingue. En découvrant, et vous le décrivez bien dans le livre, en direct, live, l'épouvantable. Oui, c'est-à-dire que je pense que dans l'histoire de la retransmission en direct, on n'a jamais vu ça. Je cite deux exemples dans le livre, mais à part ça, on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire qu'on est maintenant tous sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, il y a plus de 60 points d'entrée de terroristes dans ce qu'on appelle l'OTEF, le sud du pays, le sud d'Israël, dans ses frontières définies. Ils sont arrivés comme ça par le sud. Il y a eu des intrusions avec des ailes volantes, donc qui passaient sous les radars. Il y a eu des intrusions avec des tenailles pour défaire des grillages, pour rentrer, pour défoncer les grillages avec des tracteurs. Voilà. Et donc, il y a eu comme ça une arrivée de plus de 1000 terroristes surarmés dans une violence dingue et qui a remonté. Et donc ces images-là, et qui a remonté aussi sur la Nova Fest. Et ces images-là, on a commencé à les voir. Donc on a vu en direct et à la fois des horribles images et en même temps des appels au secours. Parce que les gens étaient chez eux dans leurs abris et communiquaient et demandaient de l'aide. Ils ont demandé de l'aide notamment aux présentateurs télé. C'est un tout petit pays, il y a 10 millions. Édifiant. C'est comme si on avait pu discuter avec les victimes du Bataclan. Oui, voilà. Et donc, en direct à la télévision, on passait des appels de gens qui disaient « Ne t'inquiète pas, ma chérie, papa arrive, j'arrive, on va essayer, on va venir te sauver. » Et d'autres qui disaient « Papa, maman, venez, sauvez-nous, aidez-nous », qui étaient terrés. On les voyait derrière des cactus, on les voyait dans des abris. C'était horrible. Je vous en parle, j'ai la chair de poule parce qu'il y en a encore 110 qui sont en otage encore. Oui, ce sentiment même qu'en touchant l'écran, des vies pouvaient s'arrêter. Dès le 8 octobre, vous commencez à écrire, vous prenez des notes. De journaliste culture, je le disais, vous basculez reporter en direct, de guerre donc. Vous n'avez jamais pensé partir? Si, je l'écris, bien sûr que si. Bien sûr que si. Pourquoi ma petite fille qui a 10 ans, qui est une espèce de porcelaine, pourquoi elle va vivre ça? Pourquoi on est obligé d'aller... On a dormi dans un abri, dans une maison le premier soir. Le deuxième soir, on a bougé avec un sac, des affaires. Qu'est-ce qui fait que vous restez pour travailler? Il y a un déclic, vous le racontez à l'aéroport notamment. Voilà, c'est ça. Il y a trois choses. La première, c'est que le père de ma petite fille est venu, il a loué un appartement avec un abri, elle était protégée. La deuxième, c'est que ma fille m'a dit « Maman, ma fille, elle est née en France. Moi, je ne suis pas née en France. Elle est née en France. Elle m'a dit, maman, si on part, ils ont gagné. Les gens qui sont morts pour l'établissement de cet État, ils sont morts 2 fois. Bon, ça tiltait, en même temps, ça ne rentrait pas. C'est une discussion qu'on avait, parce que mes amis me disaient, rentre à Paris, il n'y a pas de raison, rentre à Paris. Et ensuite, j'ai été le 3e jour à l'aéroport. Et donc, à l'aéroport, il y avait un exode horrible, horrible. Les exodes dans les aéroports, c'est terrifiant. Et j'entendais de la musique, j'entendais des chants. Je me dis, mais qui chante? Et donc j'étais aux arrivées. Et aux arrivées, j'ai vu une allée de jeunes gens, jeunes filles, avec des guitares, des bonbons, qui accueillaient tous les jeunes militaires, dits militaires, non, des jeunes qui étaient en vacances, qui ont été rappelés, qui avaient reçu sur leur téléphone convocation urgente. Pour aller ça m'a fait pleurer, mais c'était merveilleux. 2 salles, 2 ambiances, donc. Ouais, et ils sont venus, et voilà, et je suis restée, évidemment. Alors, ce qui frappe dans votre récit, c'est le sens du détail. Vous arrivez, dans la pire des tragédies, à trouver une petite note d'humour, d'une forme de cocasserie, je dirais, dans ce qu'il y a de pire. Vous racontez, par exemple, à la morgue, sur ce site de Choura, qu'on peut trouver des infirmières épuisées, jouer à des jeux vidéo. C'était dingue. C'est-à-dire que cette morgue, la Choura, c'est l'une des morgues. C'était un spectacle épouvantable. Il y avait d'abord les manifestations de solidarité. Il y avait une vingtaine de juifs religieux noirs, d'origine africaine, qui étaient là. Ils avaient installé des tables, ils distribuaient des sandwichs, des bonbons, des gâteaux à toutes ces familles qui pleuraient, qui attendaient avec une brosse à dents, un t-shirt, une basket, de faire matcher des ADN. Est-ce que mon enfant, est-ce que mon père, est-ce que mon grand-père, que je vois dans des corps en plastique blanc, est-ce que ce serait là? Et
dans cette espèce de contexte de folie, il y avait des infirmières, des gens épuisés, il y avait le responsable de la police qui fait 1,90 m, un homme baraque qui se mettait à pleurer. Et à côté, il y avait des femmes épuisées, elles jouaient à Tetris. Et au loin, il y avait une maçonneuse batteuse, Pâques. Et c'était dingue. C'est une manière de garder quand même un filet de vie. Malgré tout, qui s'infiltre. C'est-à-dire que moi, j'ai noté, j'ai pas l'habitude de faire ce métier de reporter de guerre, donc je notais tout ce que je voyais en me disant, on verra ce que je vais en faire. Et donc, c'est ça. Et vous décrivez aussi une société israélienne qu'on sait quand même dure et fracturée, qui bascule dans un élan de solidarité et d'entraide absolument incroyable. Ce sont des kilomètres d'attente pour aller donner son sang. Ce sont des start-upers qui mettent leur réseau high-tech à disposition pour les otages et pour leurs familles. Alors cette place des otages, vous y avez passé des heures chaque jour. Décrivez-nous-la. C'est un endroit qui d'habitude est dévolu à l'art contemporain, puisque c'est vraiment l'entrée du musée d'art moderne de Tel Aviv. Le 3e jour, quelqu'un qui avait perdu, enfin pas perdu, dont on avait kidnappé la femme et les 3 enfants, a posé sa chaise en face du musée d'art moderne. Il y a le QG de l'armée. Alors vous savez quoi, Valérie Abékassis, on a son visage, le voilà. Il s'appelle Avishai Brodouch, pancarte « Ma famille est à Gaza ». Avishai, il a mis cette pancarte. Moi, ça m'émeut parce que la femme d'Avishai et ses 3 enfants ont été libérés. Et voilà, mais il y en a d'autres. Et Avishai, assez rapidement, c'est merveilleux. Ils ont été. Vous vous rendez compte? C'est fou. C'était dans les cadres des 2 négociations. Et donc Avishai a mis sa chaise. À ce moment-là, de tout le pays, en tout cas de Tel Aviv, ont conflué des gens et qui ont commencé à se manifester. Et après, cette masse s'est déplacée devant le musée. Et ensuite, assez rapidement, ça s'est organisé. Et cette place, c'est un endroit incroyable de larmes, de cris, de manifestations, de commémorations. On y danse parce que la prof de danse de la sœur d'une des otages vient donner des cours de danse. On y prie, on y voit un rabbin tout seul avec un rabbin ultra-orthodoxe avec une corne de bélier. On y voit des babacous laïcs qui jouent de la guitare. On y voit des jeunes, on y voit des personnes. J'ai vu des évangélistes, j'ai vu des chrétiens. C'est aussi grâce à cette place que finalement la question des otages s'impose à Benyamin Netanyahou, dont on peut douter qu'au départ ça a été sa priorité. Je voudrais vous parler quand même d'un moment dans votre livre. Il y aurait plein de scènes à raconter. Vous êtes dans le sud, vous êtes exactement en face de Gaza, dans une communauté agricole où travaillaient autrefois les Palestiniens. Et vous entendez la guerre, la vraie guerre, celle d'Israël, a fait à Gaza des dizaines de milliers de morts gazaouis. Et vous avez cette phrase, « C'est plus fort que moi, je n'ai pas de place pour l'autre côté. Mon cerveau n'y arrive pas. » Ça veut dire quoi ça? On ne peut pas reconnaître, quand on a vécu ça avec les Israéliens, la douleur de l'autre, l'empathie est impossible. Vous savez, même les plus grands militants pour la paix, notamment Grossman, qui a donné une interview aujourd'hui, il y a à un moment donné les mots, nous n'avons plus les mots. Je ne parle même pas de camp politique. Nous n'avons plus de mots. Nous n'avons plus eu de mots. C'était compliqué. Le suicide des mots, vous dites? Oui, les mots se sont suicidés en moi. Je n'avais plus de mots. Donc j'étais là, à Netiv, à Sarah. C'est là que des terroristes sont entrés en aile volante. J'étais avec un type qui avait, qui me montrait un abri qui avait été défoncé. Il me parlait des morts. Je voyais ce village qui était merveilleux à l'origine, qui était complètement dévasté. Et je vois en face des fumées. Je n'ai pas de mots. Je ne peux pas. Mais je le dis vraiment, c'est pas que j'ai pas d'empathie, je n'y arrive pas. Je n'y arrivais pas. Maintenant que je suis en France, les choses sont un peu différentes, parce que bien évidemment qu'il faut penser la douleur. Sinon, où est-ce qu'on va aller? Bien sûr qu'il faut la penser, cette douleur, et je suis sûre qu'il y a une population palestinienne, comme il y a une population libanaise, comme il y a une population iranienne, qui ne demande qu'à vivre avec nous, c'est évident. Mais là, ce jour-là, je ne pouvais pas. C'était impossible. Et c'est une forme de franchise qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce récit. Merci beaucoup. Merci Valérie Abékassis. Merci d'avoir Place des otages. C'est donc à lire aux éditions du Cerf. Et je crois savoir qu'il est sélectionné, c'est ça? Oui. J'ai appris ça tout à l'heure. Il est sélectionné sur la liste du Renaudot Essai. Et donc, je suis à la fois très heureuse et en même temps, j'ai envie de pleurer parce qu'il y a beaucoup de morts derrière ce livre, beaucoup de corps qui ne sont pas revenus. Donc, c'est une joie et une vraie douleur. Bonne chance à vous. Merci Valérie. Merci. Tout de suite, pour terminer, c'est la question qui fâche, bien sûr, avec nos chroniqueurs qu'on accueille. Et une
Une question qui fâche ce soir avec des fines lames du journalisme politique. À ma droite, Jean-Baptiste Daoulas de Libération. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Myriam. David Revaud-Dallon de l'Hémicycle et Stéphanie Despierres, ma consoeur d'LCP. On est prêts? Voici la question qui fâche. La question qui fâche nous est inspirée par la déclaration matinale et cash de Gérald Darmanin. Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable. Pour l'ancien ministre des Comptes publics, les hausses d'impôts, c'est non. Il y a au moins 4 augmentations d'impôts. La première, c'est la suppression des allègements de charges. Le deuxième sujet, c'était l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Alors là, il faut bien savoir que nous sommes dans le niveau de l'impôt sur les sociétés François Hollande. On retourne à l'ère socialiste de François Hollande. C'est catégorique et pourtant Michel Barnier n'a pas encore présenté son projet de loi de finances, simplement les grandes lignes. La situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Il n'y a pas que Gérald Darmanin qui s'inquiète, il y a aussi une grande partie des députés Ensemble et leur patron Gabriel Attal, qui ne rate pas une occasion de marquer son opposition. Moins de dépenses et certainement pas plus d'impôts. Nous ne ferons rien, nous ne soutiendrons rien qui puisse se faire au prix de la croissance de notre pays. Ce qui agace un peu le flegmatique Michel Barnier. Je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Gérald Darmanin, Gabriel Attal, c'est à qui dira le plus fort non, comme une alliance de circonstances entre deux hommes pourtant rivaux. Gabriel Attal, Gérald Darmanin sont-ils désormais les ennemis de l'intérieur pour Michel Barnier? Allez, c'est vous qui commencez une question qui fâche signée par l'excellente Stéphanie Despierres. Jean-Baptiste Daoulas. Tiens, si on commence par Gérald Darmanin, pour bien comprendre, puisque c'est lui qui, sur le budget, a dit que les impôts augmentant, ça ne passe plus. Il se réserve même la possibilité de voter contre la loi de finances. C'est dire. Posture ou conviction? Alors, complètement posture, parce que la question qui est posée à Gérald Darmanin, c'est pas de savoir s'il va voter le budget, c'est de savoir s'il va voter la censure. Puisqu'on sait déjà que ce gouvernement minoritaire, il va devoir faire appel à l'article 49.3, qui désormais est quand même bien connu des Français, pour faire passer ce budget. Et donc, dans ces cas-là, la question qui est posée, c'est pas est-ce que vous allez voter article par article, ou même est-ce que vous allez voter pour le budget à la fin, c'est est-ce que vous faites chuter le gouvernement. Personne ne pense que Gérald Darmanin va faire chuter le gouvernement. Donc, David Revaud-Dallon, pourquoi il fait monter les enchères comme ça? C'est quand même l'ADN, le bilan économique d'Emmanuel Macron. Il n'y a que de la posture, il n'y a que de 2027 derrière tout ça? Alors, je pense que vous avez raison de rappeler que s'il y a un totem et un tabou qui anime le président de la République, c'est la préservation de son bilan économique, budgétaire et surtout fiscal. Je veux dire, le régalien à la rigueur, peu importe, la composition du gouvernement, peu importe. Dans les 2 ou 3 derniers mois qui ont présidé à la nomination du Premier ministre et à la composition du gouvernement, c'était surtout ce qui l'intéressait, c'était qu'on ne touche pas à son bilan fiscal. Donc pourquoi est-ce que Darmanin, j'en viens à votre question, se positionne là-dessus? Je ne crois pas que ce soit pour défendre absolument comme un bilan d'Emmanuel Macron, mais évidemment, il prépare la suite des opérations. Vous savez, cette majorité, c'est comme une assemblée générale de petits actionnaires. Vous avez le groupe Bayrouiste, vous avez le groupe d'Édouard Philippe, vous avez les LR, vous avez les amis de Gabriel Attal, les amis de Gérald Darmanin, et chacun, quand il estime que son action n'est pas assez rentabilité, quand la rentabilité n'est pas assez bonne, il hausse le ton. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Baptiste. Évidemment, il y aura un 49.3. Évidemment, ils ne voteront pas la censure. Mais en attendant, mettre un petit peu de bazar, ça permet chacun construit son identité politique vis-à-vis des Français. Son capital politique. Stéphanie Despierres, Gérald Darmanin en a remis une couche. Il s'est adressé à son groupe de députés. C'est ce qu'on dit, c'est que c'est une bataille de leadership. Et il en a remis une couche, on a envoyé un message aux députés. Et là, il dit clairement, la défense de nos positions, c'est la défense de notre groupe. Et donc là, il essaye de se poser en leader du groupe. On sait qu'il y a une rivalité avec Gabriel Attal. Beaucoup de rivalité, effectivement. Beaucoup de rivalité. Et donc là, ça lui permet de dire aux troupes d'Ensemble pour la République, regardez, je défends le bilan, je défends ce pourquoi vous vous êtes battus. Le vrai macroniste, c'est moi. Je défends l'essence du macronisme en refusant des hausses d'impôts sur les sociétés, etc. Et il le dit, il est urgent de défendre notre cohérence et l'emploi. Et il emmène beaucoup de députés macronistes avec lui là-dessus? Une grande partie des députés macronistes, parce qu'on sait qu'une partie de ceux de l'aile gauche sont partis de ce groupe-là, et certains sont
un peu ouverts à l'idée de taxer les plus favorisés, les ménages, mais beaucoup sont quand même réticents à cette idée de taxer les entreprises parce qu'ils sont dans cette logique une fronde en Macronie briser les investisseurs. Jean-Baptiste. C'est une situation qui est quand même assez cocasse, puisque hormis le fait d'être rivaux et de viser 2027, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, ils ont un autre point commun, qui est que sur les 7 dernières années, à eux deux, ils ont été ministres des comptes publics pendant 4 ans. Donc ce déficit de 6%... Ça va bien les leçons sur le budget. Ça va bien les leçons. 2, vouloir empêcher le nouveau Premier ministre de régler la facture qu'ils ont laissée, c'est quand même assez cocasse. C'est aussi assez cocasse que Renaissance, qui se positionne plus à gauche que les Républicains, est en train de vouloir empêcher un Premier ministre issu des Républicains de mettre des hausses d'impôts, qui normalement est comme une hérésie pour la droite. On est un peu cul par-dessus tête aussi. On en perd notre latin, c'est clair. On voit absolument rien. En réalité, ce que jouent Gérald Darmanin et Gabriel Attal, c'est de dire que dans le bilan de Michel Barnier, ils ne prendront que ce qui les arrange, que tout le reste, tout ce qui est impopulaire, ils vont le rejeter. Et c'est quand même assez confortable dans la position dans laquelle ils sont. C'est que Michel Barnier fait le sale boulot et va régler le déficit comme il peut. Et eux pourront dire que pendant ce temps-là, vraiment, ces hausses d'impôts impopulaires, c'est vraiment pas eux. Ouais. C'est vraiment pas eux. David, Gabriel Attal aussi, tout a très mal commencé avec Michel Barnier. Oui, ça a très mal commencé avec la déclaration, enfin la passation de pouvoir dans un premier temps, où on a l'impression que Gabriel Attal faisait une déclaration de politique générale. Enfin, il a parlé pendant très longtemps en soignant son bilan. Donc première petite pique de Michel Barnier, la deuxième on vient de la voir, c'est quand même assez piquant tout ça. Ce qui est intéressant, puisqu'on est dans l'économie, permettez-moi d'utiliser cette métaphore entrepreneuriale, vous savez, les joint ventures, c'est une association de 2 entreprises qui sont parfois concurrentes, mais qui peuvent avoir un intérêt à s'allier. Puisqu'on parle d'amitié, d'ennemis et d'amis, Gérald Darmanin et Gabriel Attal, qui ne se supportaient pas dans les derniers mois et dans les dernières années, j'étais à l'Assemblée mardi. À côté. C'était très intéressant de les voir. Ils étaient non seulement à côté, mais copains comme, je ne dirais pas copains comme cochons, mais en tout cas, ils avaient l'air d'être extrêmement proches, partageant certaines exaspérations, trouvant visiblement que le discours du Premier ministre était trop long, etc. Donc oui, tout ça est quand même assez inquiétant pour la solidité de la majorité. Je rappelle que le budget, c'est quand même l'acte fondateur de toute majorité. Ouais, et pour les Français aussi, qui attendent un peu des hommes politiques au niveau de l'intérêt général. Il n'y a pas que les impôts, il y a aussi la question de la non-indexation des retraites. On sait qu'Emmanuel Macron, il a particulièrement soigné tous les retraités depuis 7 ans. Là, ils vont quand même perdre un peu de pouvoir d'achat si le projet du Premier ministre... Darmanin, il a dit OK. Darmanin a dit OK, mais il y en a beaucoup qui renaclent. Et puis surtout, il y a un deuxième sujet qui arrive, c'est l'immigration, et qui est déjà mise sur le devant de la scène par Bruno Retailleau. Et ça, attention, deuxième point de fracture très important dans la majorité. Dernière question pour terminer, le tout à l'ego, ça va durer forcément? Oui, évidemment, ça va durer, et ça va pas, puisque plus on s'approche de 2027, plus ça va s'intensifier. Et une des erreurs de Michel Barnier, ou une des fautes premières, c'est d'avoir laissé tous les poids lourds à l'extérieur du gouvernement. Vous avez tous ceux dont on parle, vous avez aussi François Bayrou, Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, j'en passe et des meilleurs. Ma dernière question sera pour vous, Stéphanie. Il a l'étoffe, il a la carapace pour résister à toutes ces flèches, Michel Barnier, à tous ces frondeurs dans son camp? On va voir. On dit que ses talents de négociateur sont son avantage, son argument premier pour être à Matignon. Après, il va vraiment falloir qu'il arrive à manager ses égos. On sent que tout le monde est très éruptif et chaque fois s'engouffre dans la brèche pour le contester. Donc, il va vraiment falloir qu'il y aille pas à pas, étape après étape, comme un bon montagnard qu'il est. Manœuvre à tous les étages, vive la Savoie. Merci beaucoup pour cette question qui fâche. Avant de se quitter, sachez qu'LCP est partenaire du Festival de la fiction du documentaire politique qui commence à la Baule. Avec cette année, LCP qui présente Les combats méconnus de Simone Veil, coproduit avec Nova Productions, écrit par Dominique Missica, l'historienne, réalisé par Caroline Dussin. Ce film, vous aurez la chance de le voir sur LCP en janvier, avec évidemment un débat de Jean-Pierre Gracien, ses invités. C'est fini. Très belle soirée. À demain. Merci à vous.